À bord de leur bateau Fleur Australe, le navigateur Philippe Poupon et son épouse, la comédienne Géraldine Danon, embarquent leurs jeunes enfants pour une nouvelle expédition en mer. Le but de leur mission, un voyage d'observation pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection des océans. Pour cette nouvelle aventure, l'équipage parti d'Alaska rejoint le pôle Sud en traversant l'océan Pacifique. Après avoir affronté les glaces du Grand Nord et franchi le mythique passage du Nord-Ouest, Fleur Australe met le cap au sud, à la découverte du peuple des îles polynésiennes. 2 ans de navigation et de rencontres, un regard unique sur le monde, avec comme ligne d'arrivée l'Antarctique. Après plus de 2 mois passés aux îles Marquises et dans l'archipel des Tuamotu, l'équipage de Fleur Australe reprend la route vers l'île de Tahiti et sa capitale, Papeete. Depuis les îles Tuamotu, il nous faudra 2 jours de traversée, de chaleur, de pluie et de mer agitée pour rejoindre l'île la plus grande de Polynésie française. À l'approche de la marina, Denis, notre instituteur à bord, prépare les amarres sous les yeux de sa petite classe Laura, Marion, Nina et Lou, plus impatients que jamais de retrouver la civilisation. Lou, tu vas à l'avant sur le route, s'il te plaît, j'ai besoin de la place. Je vous embête pas là. Non, mais c'est là-haut qu'il faut. Rapidement, nous quittons le bruit et l'animation de Papeete pour la vallée de Hamuta, à l'intérieur de l'île. Ici, nous célébrons avec une trentaine de Polynésiens les rituels sacrés du retour des Pléiades et de l'abondance. La période d'abondance va de novembre à mai. Des chants, des danses, des incantations. Nous ressentons énormément de force et d'émotion. Après plusieurs jours passés dans la chaleur étouffante de Papeete, nous voguons vers l'île de Raiatea. 1 jour et une nuit de belle navigation. Il est 7h du matin, nous sommes à 1 mille de la passe de Raiatea, la fameuse passe sacrée, puisqu'il faut savoir qu'elle abrite juste à côté le plus grand marae de Polynésie. Juste en face de Raiatea, on peut découvrir sa petite sœur Taha, et derrière nous, Wainé. Je ne suis jamais venue à Raiatea, c'est donc encore une fois une belle émotion que de rentrer dans cette passe sacrée. C'est à partir de ces îles que les grands navigateurs polynésiens auraient essaimé pour aller peupler les autres îles du Pacifique. Les légendes racontent aussi que Raiatea et Taha furent les premières îles colonisées par des populations provenant de Samoa, très loin vers le nord-ouest. Nous sommes donc aujourd'hui au paradis des marins et des explorateurs. C'est qui la cabane là-bas, la Laura? C'est à papa. Ah bon? Nous passerons 3 jours à naviguer autour de Raiatea, à nous arrêter au gré du vent et des rencontres. En bordure de lagon, près de la passe sacrée, nous apercevons le marae Taputapueta, le lieu de culte le plus important de l'histoire de la Polynésie. On va s'arrêter par là ce matin, non? Mon appareil photo. Et après on ira ailleurs, hein? À la marina de Raiatea, nous rejoignons notre ami le navigateur Laurent Bourgnon, qui nous fait visiter son bateau maison. Alors celui-là, Laurent, c'était le bateau de tes rêves? Celui-là, c'est surtout un bateau qu'on a conçu pour voyager tranquille en famille avec une patronne qui n'est pas navigatrice. Donc il fallait du confort, que ça soit facile, que ça ne bouge pas trop. Et à Dino, il consomme peu. 15 litres à l'heure. Ah ouais, c'est bien. France à ici, c'est 8 000 € de gasoil. Et dis-moi, et il fait En du prix. bruit? Mais ça fait pas de bruit, alors moins de bruit qu'un bateau à voile.
Pourquoi on ne voit pas de mât et pourquoi pas de voile? Déjà, en prix de fabrication, si tu veux un bateau de cette grandeur et que tu veux rajouter un mât et des voiles, tu doubles le prix du bateau. Après, en coût d'exploitation, avec la moitié du prix d'un jeu de voile, c'est le budget carburant pour un tour du monde. Je crois que dans notre vie, on a eu, Laurent comme moi, beaucoup de bateaux différents et c'est ce qui nous permet de passer de l'un à l'autre. Il y a des choix précis, il n'y a pas un bateau idéal, hein, ça dépend du programme. Et une fois plus, ce qui est bien, c'est d'aboutir à un bateau qui correspond au programme. Je pense que Laurent, d'après ce que je vois, c'est ce qu'il a réussi à faire. Le nôtre a l'air de bien se tenir pour ce qu'on lui a demandé. De retour à bord de Fleur Australe, nous partons pour une navigation de 15 jours dans l'archipel de la Société. Après Tahiti et Raiatea, nous passerons 3 jours à Taha et enfin 15 jours à Moorea. Aujourd'hui, nous faisons escale à Taha, l'île Vanille. Alors où allons-nous là, Philou? Ah, nous sommes à la maison de la vanille. Donc, ça sent déjà. Avant de rentrer dans la maison... Il y a plusieurs petites exploitations familiales sur l'île de Taha qui cultivent la vanille. Les gousses sont mises à sécher et à brunir avant d'être triées, calibrées et empaquetées pour être commercialisées à Papeete. Après notre visite à la plantation de vanille, rendez-vous à la Fondation Hibiscus où notre tortue nous attend. Nous sommes ici à la Fondation Hibiscus. C'est une fondation qui œuvre depuis 14 ans à la préservation, la sauvegarde des tortues. Et il y a de plus en plus de pêcheurs, de braconniers, parce que la pêche à tortue est interdite, donc il y a de plus en plus de braconniers qui pêchent la tortue parce que c'est un mets qui est prisé. La viande de tortue est vraiment demandée, mais ça se passe dans l'illégalité. En 14 ans, la Fondation a sauvé 1500 tortues, dont celle-ci, baptisée Fleur Australe. Afin de suivre sa migration, Léo lui agrafe une bague à la nageoire pectorale avec son numéro. Le moment est venu de lui rendre sa liberté. C'est bon? Des bons voyages. Nous arrivons à Moorea. La belle, Moorea la belle. C'est vrai qu'elle est belle, regarde ça un peu le long. Et on va où, dans quelle baie? La baie de Cook, c'était qui Cook? Ah, je sais pas. C'est un explorateur. Ah ouais, quand même. Nous arrivons enfin sur l'île de Moorea, petite sœur de Tahiti qui abrite les célèbres baies de Cook et d'Oponohu. C'est dans ce paradis sauvage que nous passerons les vacances de Noël. Denis, lui, doit repartir en France. C'est bientôt Noël, oui, et c'est la fin de la mission, après 7 mois à bord pratiquement. Quand je suis monté, c'était pas la même température, on était au mois de mai pourtant, hein. Il faisait 7 degrés dans le bateau, la même température que la température de l'eau qui était à 7 degrés. C'était en Alaska, dans une petite île aléoutienne, à Sand Point. Et maintenant, je finis, on est à Moorea, juste à côté de Tahiti, donc là, on a beau être au mois de décembre, c'est l'été ici, plus de 30 degrés. Au revoir Nina, et bonnes vacances. Salut Lou. Et Marion? Marion. À demain! Allez Denis, bonne route. Le ferry s'éloigne, emmenant Denis et nos 7 mois de vie commune. Les enfants sont ravis de se poser un peu pour les fêtes. Nos escales ont toujours été courtes, jamais plus de 4 ou 5 jours. Ici, nous resterons 15 jours pour explorer l'île, faire de belles rencontres et profiter des nouveaux jouets du Père Noël. Nous sommes sur l'île de Moorea. Derrière moi, le mont Poa, la montagne percée. On dit que le dieu Hiro lança une flèche à travers ce trou, d'où son surnom et ce petit œil qui perce la montagne. Et là, nous suivons Rouhani qui nous amène dans ces terres récupérer des ananas, des pamplemousses pour la plus grande joie des enfants. Vas-y, va la porter à Wally. Vous avez coupé? Va te chercher un.
Après notre sympathique cueillette dans ce jardin d'Éden, nous allons à la rencontre de Cécile Gaspard, vétérinaire à la clinique des tortues. Là, nous sommes à Moréa au sein de la clinique des tortues marines et on a eu l'idée de créer cette structure vraiment pour accueillir les tortues marines qui ont besoin de soins vétérinaires, qui sont blessées ou qui sont malades. On essaie de leur donner le maximum de soins et puis dès qu'elles vont bien, on les relâche. Et on en profite en même temps pour avoir tout un volet sensibilisation pour les jeunes Polynésiens. Donc on fait venir les écoles avec leurs enseignants, ils participent aux soins, ils regardent. Ils ont aussi à leur disposition des jeux qu'on a créés spécialement pour eux. Voilà, donc c'est un petit peu la partie sensibilisation au milieu marin avec l'exemple des tortues marines. Ça, c'est des petits bébés tortues vertes. Et ça, c'est des bébés qui ont une semaine. Vous la voyez là? Donc, c'est les tortues qu'on relâchera bientôt. Elle a quel âge, celle-là? Un mois, 8 mois. Ouais. Regarde. Ah, les bébés, Nous quittons Moréa le 15 janvier, avec à bord le nouvel instituteur des enfants, Olivier. T'as un bon public là, hein? Heureusement. Où est-ce qu'on va, Laura? À Rorotou. Eh bien, nous avons quitté Moréa hier en début de soirée et une navigation relativement paisible pendant la nuit avec quelques grains. Et puis aujourd'hui, pas mal de pluie, on marche à 7 nœuds de moyenne, assez tranquille, hein, pas une grosse mer, une houle d'est, mais tout ça très tranquille. Et nous devrions atteindre Rorotou, notre première escale aux Australes, dans la journée de demain. Et a priori, nous n'avons jamais été aussi sud. Près de 300 000 de navigation pour rejoindre l'archipel des îles australes. Nous passerons par 3 d'entre elles, Rorotou, Ravavai et Rapa. Les 2 jours de traversée entre Moréa et les Australes n'ont pas été de tout repos. Le temps est orageux et la mer est forte. À bord, l'équipage est ravi de reprendre la mer vers les îles du Sud, même s'il nous faudra une fois de plus batailler contre l'alizé. À l'heure du déjeuner, on s'accroche où on peut. Vas-y. Cette nuit, nous avons traversé un orage et malheureusement, on n'a pas eu la foudre, mais on a eu suffisamment d'électricité pour endommager la girouette et l'anémomètre, centrale de navigation. Donc pour l'instant, on n'a pas ni la direction du vent. J'attends de voir si le sondeur a été endommagé, parce que c'est un petit peu le même circuit. Donc on a un indicateur qui marche chez nous pour le moment, donc on va attendre un petit peu. Il pleut. Il pleut beaucoup. Ah oui, il y a un grain. C'est un petit. Il y a un gros grain, on voit rien et voilà, on voit même pas l'île qui est tout près là. Bienvenue aux Australes, pas encore l'Antarctique, mais je sens qu'on a changé de pays. Hein. Allez, au boulot. Hop. Il y a des superbes plages de sable blanc là. C'est pas le parasol, c'est le parapluie aujourd'hui. Là, il pleut. Je ferme. C'est moi le capitaine. Vous les capitaines. Ah, c'est moi le capitaine du bateau. C'est pas un temps pour les campeurs, hein. Les campeurs à Rorotou, là, ils vont les pieds dans l'eau. La passe est dangereuse. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Philou jubile dans ses navigations sportives. Ben, on est au mouillage d'Avera, qui n'est pas ce qu'il y a de mieux, évidemment. Bon, comme il y a du vent, il y a de la mer, il y a de la houle,
La passe me paraît difficilement praticable pour la prendre avec le petit Zodiac. On voit que ça déferle de chaque côté et dans la passe, c'est mouvementé. Il y a sûrement, il doit y avoir beaucoup de courant sortant, donc c'est dangereux, quoi. L'île sauvage de Rurutu est cernée par des falaises abruptes. Elle est truffée de grottes de calcaire, souvenir du soulèvement cataclysmique qui projeta ces grottes sous-marines sur la Terre. Là, c'est une grotte, peut-être la grotte pleureuse. On voit bien les stalactites sur une grotte qui aura sur la falaise, là. Difficile de mettre un pied sur l'île, mais le capitaine découvre une autre passe qui nous permet de débarquer en annexe sur une plage. C'est pas simple, hein, le débarquement, là. Hein. Ouais, c'est sûr. Avec les vagues, là, pas évident. Rurutu fait partie des îles sans lagon. Il n'y a pas de touristes et encore moins de bateaux. Les mouillages sont trop dangereux. Nous sommes vraiment seuls au monde ici. Les enfants adorent se faire submerger par les gerbes d'eau, des geysers qui fusent des entrailles de la terre. Après quelques jours passés sur Rurutu, nous reprenons la mer et franchissons le tropique du Capricorne qui nous ouvre les portes du Grand Sud. C'est bien, saines occupations. Nous arrivons à Ravavai, je ne sais pas encore comment ça se prononce précisément en tahitien. Encore une île des Australes, réputée pour son lagon, pour la beauté de son île, peut-être la plus belle du Pacifique. Alors, à nous d'aller la voir. Un peu dans le lagon pour aller vers la passe. On va faire un petit arrêt pour préparer le bateau et manger. Et puis ensuite, on prend la mer pour Rapa. Rapa, 300 000, 2 jours à peu près. Ou un peu moins si tout va bien. Nous voilà arrivés à Ravavai. C'est notre avant-dernière escale aux Australes. Après, on ira sur Rapa. Et on disait que c'était l'île aux femmes, Ravavai. En tout cas, Philou, on avait gardé ce souvenir-là quand il était venu avec Tabarly lors de son tour du monde en 1977. Et c'est vrai que ça a l'air d'être une île assez remarquable. On dit de Ravavai que son lagon n'a rien à envier à celui de Bora Bora. Ce serait, paraît-il, un des plus beaux lagons du Pacifique. Nos 2 jours de traversée entre Ravavai et Rapa se feront au calme, même si le vent est toujours contre nous. Il fait beau et chaud. Les enfants en profitent. Rapa est une île sans lagon, avec des falaises. C'est un ancien volcan, falaises fouettées par les vagues. C'est une île qui est complètement différente de toutes les îles de Polynésie. Elle se trouve à 1300 km de Tahiti. C'est l'île la plus australe, la plus sud de Polynésie française. C'est une île au climat tempéré, il fait beaucoup plus frais qu'ailleurs. Tout y pousse évidemment. L'hiver, c'est-à-dire en juin-juillet, les températures peuvent atteindre 5 degrés. C'est très humide, froid parfois, et il y a souvent du brouillard. Voilà, encore une escale du bout du monde, une escale
vraiment sauvage. Il n'y a pas d'aéroport à Rapa. La goélette, le cargo n'y vient que 2 fois par trimestre. C'est vraiment, on est sûr de ne pas y croiser grand monde. Ce sont des escales comme on les aime, des escales du bout du monde. Fini les cocotiers. Je crois que Rapa n'est pas l'île aux cocotiers. On a changé de décor, changé de climat, de végétation. Tout l'équipage de la Fleur est sur le pont pour l'arrivée. Il faut dire que le paysage est très impressionnant et le changement de décor radical. La côte est bordée de falaises volcaniques qui tombent à pic dans la mer. Les arêtes sont acérées et ornées de pics de basalte qui forment des cathédrales majestueuses. Arrivés au port, des enfants viennent nous saluer. Lou et Nina se font immédiatement de nouveaux amis. À terre, nous rencontrons Roti, la belle ambassadrice de l'île. Le collier, le coquillage a un symbole, c'est-à-dire c'est l'union par les mers. Parce que lorsqu'on voit notre globe, la mer partout, l'eau nous unit. C'est une coutume en Polynésie. Lorsqu'on les reçoit, c'est pour attacher l'amitié, l'amour entre les personnes. C'est le gardien de la baie. Elle te donne la force. Voilà, ça me donne la force et j'ai même fait un poème, plusieurs poèmes sur cette montagne. Roti a fait voter une loi en 2000 qui fait de Rapa la propriété de ses 500 habitants. Nous levons l'ancre pour l'archipel des Gambiers et laissons derrière nous une des îles les plus originales de Polynésie. On va faire l'escale, Rapa. Ah bah oui, très belle île et escale oui, accueillante. Et puis on a quand même eu le loisir d'aller faire un tour de cette très belle baie, ce grand cratère qui nous a donné une vue partielle mais quand même intéressante de ce qu'est Rapa. Nous atteindrons les îles Gambier d'ici 6 jours, 600 000 au près. Nous bataillons rudement contre l'alizé qui nous oblige encore et encore à tirer des bords. Là, ça fait 4 jours qu'on est en mer, au près. C'est pas un parcours très facile. Hein. Entre Rapa et les Gambiers, il y a presque 600 000, mais c'est dans les alizés. Et donc le vent ne change pas. C'est l'inconvénient des alizés par rapport aux autres régimes de vent que l'on peut connaître. Donc c'est là pour nous 5 jours de voyage au près avec un vent qui va jusqu'à 25 nœuds, voire plus, et une mer qui a été très agitée, voire assez forte avant-hier. C'est un peu le parcours le plus dur, c'était prévu, hein, tout le monde était au courant. Là, ça fait 4 jours qu'on est en mer, on en a vraiment marre. On est content d'arriver au Gambie. En plus, il y aura des pizzas et des Sprites. Oh, bah, l'équipage, c'est assez dur, c'est pas une navigation agréable, voilà. Donc il y en a qui grognent, il y en a qui râlent, il y en a qui vomissent, il y en a qui s'impatientent et d'autres qui attendent que le temps passe. Ça va, Nina? Pas trop fatiguée là par la navigation au près? Bah si, un peu. C'est long, donc on n'a pas grand chose à faire et on s'ennuie beaucoup. Alors on s'occupe comme on peut, on lit, on regarde des films, on essaye de faire passer le temps. Marion, mets-toi là. Papa, il veut que tu sois là. Voilà. Stop. Marion? Oui, Ça va? oui, T'es stressée d'arriver? oui, réfléchir. Et j'ai envie d'aller voir les pizzas là, avec les splats. Disons que ça fait déjà un bout de temps hein, qu'on est dans des conditions assez désagréables puisqu'on remonte au vent, on est donc au près serré. Comme le dit le capitaine, eh bien, c'est le dernier assaut avant le sommet. C'est vrai que quand on veut atteindre un sommet en escalade, eh bien, on monte et après la descente est plus douce. Eh bien, paraît-il qu'à partir des Gambiers, on sera dans la période de descente, on aura donc atteint notre sommet en Polynésie.
On aura fini de monter au vent et donc d'être au près à contre-vent, en se battant avec le vent. Et on aura le vent qui nous poussera, donc on sera dans la descente, ce sera, je l'espère, plus facile. Là, ça y est, nous arrivons au Gambier. Nous sommes dans la passe entre les îles, l'île de Mangareva et l'île de Taravai. Et comme on peut le voir sur l'écran, nous avons tiré des bords jusqu'à la fin. On fait des zigzags. Cette carte est un bel exemple de tirer des bords pour arriver au Gambier, parce qu'on avait vraiment le vent dans le nez, donc il a vraiment fallu tirer des bords. Après 6 jours de navigation penchée, l'équipage pousse un ouf de soulagement. Terre à l'horizon. Alors, content d'arriver au Gambier? Ah oui, content de revenir au Gambier. Et je crois qu'on avait avec Tabarly, en 77, lors de notre voyage dans le Pacifique, je crois qu'on avait touché, qui avait tâté le corail ici, je crois. Le minuscule archipel des Gambiers abrite 1000 habitants. La population est essentiellement catholique, à l'image du nombre incroyable de chapelles et d'hôtels que l'on trouve sur l'île. Bien, nous sommes sur l'archipel des Gambiers. L'archipel des Gambiers, loin, très loin de Tahiti, représente une minuscule tête d'épingle sur la carte de la Polynésie. Il se trouve à 1700 km de Tahiti et c'est un grand lagon de 90 km de circonférence qui abrite 4 îles, 4 grandes îles et une dizaine d'îlots et de motus. L'île principale est Mangareva, qui abrite le petit village de Rikitea, sur lequel vit la quasi-totalité de la population. Et là, nous sommes devant la très belle île d'Akamaru. Personne n'y vit, quasiment. Il y a peut-être une poignée de gens, 7 ou 8 personnes. En revanche, les Mangaréviens viennent souvent y passer le week-end. Un petit coup de cœur pour ces Gambiers charmants au peuple accueillant. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Loulou. Happy birthday to you. Bravo! Nous cabotons dans les îles des Gambiers. Ces navigations tranquilles font du bien à tout le monde. Le Motu Tauna, surnommé l'île aux oiseaux, est un îlot corallien de 200 mètres de long, un vrai petit bijou. Plusieurs espèces d'oiseaux y nichent. Les oiseaux des Gambiers sont en grand danger à cause de la dégradation de leur milieu de vie. Deux sternes du paradis là, qui sont là sur une branche et ils sont en train de nourrir un petit qui est un peu plus loin. Et là, il y a l'un des parents qui a un poisson dans la bouche, en travers de la bouche, prêt à aller donner à manger aux poussins. Philou et les enfants ont comme mission à terre de rapporter des fruits et des légumes frais. Qu'est-ce que tu fais là? Heureusement qu'au bout du monde, on sait être généreux. Je vous donne des mains. Wow. Ah, bah dis-moi. Maroinui. Merci beaucoup. Merci. Regarde-moi ça, regarde ce qu'ils nous offrent. Ouais. Et là, ça tombe bien, on part pour plusieurs jours de mer. Plein de vitamines, et plein de citrons, et papaye, des mangues, et ben dis donc. Avant d'affronter la prochaine traversée, Philou grimpe en tête de mât pour changer la girouette, endommagée par la foudre entre Tahiti et les Australes. Je suis allé changer cette petite chose qui s'appelle une girouette anémomètre. Qui nous permet d'avoir la vitesse du vent par cette petite roue à hob et la direction par cette girouette, voilà, qui donne la direction du vent par rapport au bateau.
Donc a priori, elle a pris la foudre. Et la foudre est passée de là jusqu'au sondeur. Et donc il a fallu changer les deux. Des îles Gambier, nous remontons au nord vers les îles de l'archipel des Tuamotu. Nous retrouverons ainsi le vent portant et la douceur de l'Alizé. Nous arrivons à Fakarava, passe sud. Nous sommes déjà venus il y a presque 3 mois parce que nous avons fait une boucle. Quand on est venu des Marquises, on était passé par les Tuamotu, mais ensuite on est allé sur Tahiti, les îles de la Société. Des îles de la Société, nous sommes allés sur les Australes, les Gambiers, qui sont vraiment dans le sud de la Polynésie. Et là, on revient des Gambiers, donc on recroise les îles des Tuamotu que l'on a déjà parcourues, c'est-à-dire Ao il y a 5-6 jours et aujourd'hui Fakarava. Nous sommes au cœur d'une incroyable faune aquatique où règnent en maître les raies mantas. Surnommée diable des mers par les marins, la raie manta a souvent souffert d'une mauvaise réputation, car autrefois les pêcheurs les croyaient capables d'entraîner les bateaux par le fond, à tire d'ailes. C'est sans doute ce qui a valu à la raie manta d'être longtemps chassée et d'être aujourd'hui classée comme une espèce en danger. Ce sont les lettres de l'alphabet, maintenant je les connais. Depuis ce matin, Philou s'active sur le pont. Impossible de le déranger. Il semble que nous ayons un problème avec le génaqueur. Donc c'est le point d'amure du génaqueur qui a cassé. C'est un cordage, une sangle qui tient le bas du génaqueur, voilà, qui au bout de 2 ans a fini par casser. L'usure. Nous partons à la découverte de l'atoll de Mataiva, mais il n'y a pas de passe. Philou doit rester à la cape, au large. Je descends seule à terre avec les enfants. Freddy, qui nous fait découvrir son île, a préparé un pique-nique au bord du lagon. Le poisson cru, il y a le poisson avec du citron, un peu de sel, de l'eau de mer et du lait de coco. Derniers instants seuls au monde, au paradis. Nous quittons Mataiva pour Wainé, puis Bora Bora et enfin Mopiti, notre dernière escale.
Au milieu de la nuit, l'alerte au tsunami est donnée sur toute la Polynésie. Ok, merci à vous, je reste sur scène. Merci, plus tard. Oui, il y a eu un tremblement de terre au Japon. Et donc il y a un tsunami, une alerte tsunami dans tout le Pacifique. Et l'alerte tsunami sur la Polynésie est prévue à partir de 7 heures. Il est quelle heure là? Et là il est, je crois, 4 heures, un petit peu plus tôt, 4 heures moins le quart. Donc on est vigilant, on reste à l'écoute là des informations relayées par la radio et la VHF. Il faut rester vigilant, hein. Les vagues peuvent atteindre plusieurs mètres, même jusqu'à la Polynésie. Il est prévu des vagues de 3-4 mètres aux Marquises. La première île touchée devrait être Maupiti, qui est la première île de l'archipel de la société Sous le Vent, les plus proches du Japon. Prévu à l'arrivée du tsunami à Maupiti est prévue à 7h moins 5 et sur Papeete à 7h18 et aux Marquises 7h44. Voilà, c'est les informations que l'on a eues pour l'instant. Voilà, nous sommes là, nous attendons la vague du tsunami. Ce que moi je remarque, c'est que c'est étonnamment calme. Il y a quelque chose d'assez étrange dans le paysage et dans l'ambiance. On sent vraiment une chose impalpable, un monde au ralenti. On sent qu'il va se passer quelque chose et ça c'est assez surprenant. Sinon à terre, hein, on a pu suivre à la radio que tout le monde a été évacué. On a demandé aux gens ici de monter à une distance supérieure de 4 mètres, aux Marquises de 20 mètres, au Tuamotu de 5 mètres. Alors les tsunamis, il faut le savoir, sont plus dangereux sur les îles hautes comme les Marquises ou les îles de la Société, puisque la vague s'amplifie, alors que sur les Tuamotu, bon évidemment qui sont des atolls plats, donc qui seront touchés, la vague a tendance à ne pas s'amplifier et à perdre en force en arrivant près de l'atoll. Pouvez-vous nous décrire l'état de la mer, monsieur l'adjoint? Pour le moment, c'est relativement calme, voire même très très calme. Est-ce que c'est cette-là, la rose vague? Je sais pas. Sur la mer, on se rend pas trop compte. Est-ce que c'est cette-là, la rose vague? A priori, on n'a pas vu de vagues significatives. Il y en a eu un petit peu sur la côte nord, la côte est. Mais évidemment, on est obligé de prendre des mesures de prévention, même si le phénomène n'est peut-être pas celui attendu. Mais ça, c'est la nature, c'est elle qui décide. Après ces quelques heures d'angoisse, l'alerte est levée et nous reprenons la mer. Nous arrivons dans la passe Tiare à Wainé, sur la côte est côte au vent de Wainé. L'île a toujours fait bande à part dans l'archipel de la Société, car la population n'a jamais été favorable à l'implantation d'hôtels de luxe comme à Bora Bora. La navigation est très agréable dans le lagon. On est d'emblée sous le charme de cette île d'une poésie infinie. Nous sommes à Wainé, sur un des marae de l'île qui en compte de nombreux. C'est le site de Maeva, qui est un des vestiges archéologiques les plus importants de la Polynésie pré-européenne. C'est le siège en tout cas de la famille royale. C'est là qu'avaient lieu les cérémonies cultuelles et religieuses de tout le village.
Nous sommes à Wainé devant la petite passe qui conduit dans ce qu'on appelle un lac, mais qui est en fin de compte un lac d'eau de mer. Et donc là, nous sommes dans la partie la plus resserrée, où il y a tout un système de pièges, de parcs à poissons. Et un peu plus loin, à nouveau des mêmes choses, mais les pêcheurs ont construit des petites huttes pour s'abriter du soleil. Et à mon avis, ils doivent facilement pêcher le poisson dans ces pièges constitués d'enrochements dans la passe. Nous sommes dans le très beau lagon de l'île de Wainé qui fait partie de l'archipel de la Société. L'archipel de la Société est le dernier archipel qu'il nous reste à visiter en Polynésie. Nous avons déjà profité des Marquises, des Australes, des Gambiers et des Tuamotu et nous allons maintenant à la rencontre de ces îles merveilleuses qui sont un condensé de toute la Polynésie puisqu'il y a la douceur et la beauté des lagons des Tuamotu, le relief imposant, cette montagne violente et tourmentée des Marquises et la douceur de vivre qu'on peut trouver aux Australes ou aux Gambiers. Au petit matin, nous levons l'ancre. 45 000 jusqu'à Bora Bora. Papa, j'ai une minorité. Oui. Pourquoi on ne construit pas des maisons avec des blocs d'arbres et moi je peux peindre la maison avec ma couleur de peinture. Ah bah superbe. Et ça va sécher en plus. Ah. Et après, si on veut aller dans une autre île, on peut la laisser comme ça et on va aller sur le bateau pour aller dans une autre île. Ouais. Bora Bora, la star des îles du Pacifique Sud, reste d'une insolente beauté. Des grandes étendues de sable avec peu de profondeur lui donnent un air de grande piscine argentée et phosphorescente. Le nombre époustouflant de Faré sur pilotis n'a pas réussi à ternir son superbe lagon, éblouissant de lumière et de couleurs. Le mont Otemanu veille de sa présence charismatique sur l'île. Il trône en plein centre. Sa silhouette donne un caractère unique au lagon. Dans le lagon de Bora Bora, nous apercevons à l'horizon un ovni qui semble glisser sur la mer. Planète Solaire a quitté Monaco il y a 6 mois pour effectuer, ou tenter d'effectuer en tout cas, le tour du monde propulsé par de l'énergie solaire. Il est recouvert de 537 mètres carrés de panneaux solaires. Et son capitaine, Patrick Marchesso, qui était à la barre du Ponant lorsqu'il fut kidnappé au large de la Somalie en 2008, ainsi que Raphaël Domjan, qui est à l'origine de ce beau projet, tentent de prouver qu'aujourd'hui, il est possible de se déplacer uniquement grâce au soleil. Privilège. Là avec vous deux, on va monter à bord, ça va être sympa. On est parti de Monaco et après on a fait Tanger. Depuis Tanger, on a été à Las Palmas. Là, on a traversé l'Atlantique direction Miami. On s'est arrêté à Saint-Martin pour valider le record de la traversée l'Atlantique en bateau solaire. Puis après, depuis Miami, on a fait Cancun, conférence sur les changements climatiques, Carthagène, Canal de Panama, Galapagos, puis après les Marquises, Tahiti, et puis on est ici. Raphaël nous fait visiter les coulisses de son bateau solaire. L'idée du bateau solaire, contrairement au voilier, c'est qu'un voilier,
L'énergie du vent, tu ne peux pas la stocker. Donc tant que tu as du vent, ça fonctionne bien. Le bateau solaire, il y a cette différence, c'est que nous, on peut stocker l'énergie du soleil dans nos batteries. Donc on peut être en quelque part hybride. On peut, ici dans les îles, avec des faibles distances, même s'il fait mauvais temps, même la nuit, on navigue. Voilà, oui. On n'est pas lié à des paramètres météo. Et vu qu'on n'est pas lié au vent, nous, on peut remonter complètement au vent. Et l'idée alors de ce bateau, elle est venue comment? Je me suis dit, si un jour je peux faire quelque chose pour montrer que finalement la technologie, on l'a, ça fonctionne. Mais personne ne le sait. Voilà. Donc j'avais envie de faire quelque chose. Le bateau, je me suis dit, c'est le moyen le plus extraordinaire pour aller proche des gens. Tu vas au cœur des villes, puis tu peux les prendre à bord. On a pris des chefs d'État ici, tu les prends à bord, tu leur montres. T'as rien besoin de leur dire, tu les prends à bord, tu dis, on est venu maintenant depuis Monaco avec ce bateau. La preuve. Ça fait un bon effet. Voilà. La preuve, exactement. Alors là, on peut marcher sur les panneaux solaires. Donc là, tu as 536 mètres carrés. Tu as une partie des panneaux qui se déploient de manière latérale. Le but, c'était d'accroître la surface totale de 30%. Donc on a un stock de batteries. On a 12 tonnes de batteries au lithium-ion et qui nous permettent d'emmagasiner cette énergie de jour qu'on peut réutiliser lorsqu'il y a moins de soleil. Alors l'autonomie avec ces batteries, c'est évidemment variable selon la vitesse, mais pour une vitesse moyenne, 2 à 3 jours, puis après on peut vraiment réduire, si on réduit vraiment, on peut durer plus longtemps, en durée si je puis dire. Voilà. On a une production en kilowatts, et en production journalière ici, sous ces latitudes, c'est 500 à 600 kilowatts jour. Et puis alors on a un partenariat avec Météo France, ils ont développé pour ce projet et on les teste des cartes d'ensoleillement. Là tu as l'échelle en watts par mètre carré, donc évidemment plus c'est clair, plus il y a de soleil, plus c'est foncé, moins il y a de soleil. Ce sont des champs de soleil, oui. Plus des champs de vent. C'est une nouvelle forme de navigation. Oui, complètement. Après quelques jours passés à Bora Bora et la surprenante visite de ce bateau concept, nous reprenons la route et franchissons la passe de l'île de Maupiti. Nous arrivons à Maupiti. Maupiti qui se trouve à 25 000 de Bora Bora dans son ouest et réputé pour avoir une passe difficile. Il y a un grand lagon qui se déverse par une seule passe et la passe est dans la houle, donc il y a à la fois beaucoup de courant et beaucoup de houle, parce que ça peut monter à 7 nœuds voire 10 nœuds, donc évidemment c'est dangereux. Nous sommes toujours dans les îles de la Société, sur la très jolie île de Maupiti, dans les îles sous le vent. Maupiti est un véritable condensé de toutes les beautés polynésiennes, avec des ravissantes plages de sable blanc, de superbes îlots, des petits motus qui flottent à la surface de son lagon envahissant, qui fait plus des 3/4 de la surface de l'île. Et c'est un véritable paradis. Encore une escale qui s'achève pour l'équipage. Demain, lorsque le vent faiblira, nous filerons vers Moorea, dernière étape de notre grand voyage. C'est la fin d'un épisode qui a commencé en Alaska il y a 11 mois, presque un an. L'Alaska, la Colombie-Britannique, les États-Unis, Los Angeles, les Marquises, et puis 7 mois et demi de Polynésie, où on a fait tous les archipels, on est allé sur les îles un petit peu extrêmes. Donc voilà, on a rempli notre mission très largement et on a fait de belles navigations et on est allé à la rencontre de beaucoup de choses, aussi bien de décors que de gens, que d'histoires. Voilà, ça restera pour nous tous un très beau voyage. C'est effectivement notre dernière escale, petite halte à Moorea, 2-3 jours après conférence de presse et puis le lendemain départ pour Paris. Donc là ça va faire du bien à tout le monde de faire un petit break et puis de revenir au mois de juillet pour poursuivre nos aventures par les Vanuatu, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et puis la grande partie, l'Antarctique, pour cette expédition du pôle Nord au pôle Sud. Donc, contente de souffler. Depuis plusieurs mois, nous sillonnons ces îles enchantées, jusqu'aux extrémités des 5 archipels. Nous avons exploré les fonds sous-marins, les vallées,
nous avons fait de très belles rencontres. La population nous a accueillis les bras ouverts. Forcément, les enfants repartent avec des milliers de souvenirs. Nous avons pu nous apercevoir que la Polynésie est très active sur la protection de l'environnement, de sa faune et de sa flore. C'est aussi le but de notre voyage et de notre mission. Mettre en valeur les initiatives de chacun pour préserver la beauté des océans et la culture et la tradition des peuples de la mer.